Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale car ce n'est pas une vidéo YouTube classique. J'ai récemment réalisé quelques courtes vidéos pour présenter des figures du dernier rapport du GIEC. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager une compilation de ces courtes vidéos ici. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu plus court, n'hésitez pas à nous retrouver directement sur TikTok ou Instagram où l'on poste également des petits résumés des vidéos. Et je vous rassure, il y a d'autres vidéos en préparation sur la chaîne, dont en particulier justement une interview d'un auteur de ce dernier rapport du GIEC que l'on publiera très prochainement sur la chaîne. Je vous laisse maintenant avec cette compilation. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao! Salut à tous, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le 6e rapport du GIEC sur les bases physiques du réchauffement climatique est sorti cet été. Alors on en entend un petit peu parler dans les médias, etc. Et puis ensuite, début novembre, il y aura la COP26, où les présidents vont se retrouver non pas pour faire un petit barbecue, mais pour discuter des futurs engagements sur le réchauffement climatique. Pour en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que le GIEC et comment sont écrits ces différents rapports, je vous conseille l'excellent article qui a été écrit par Le Bon Pote. Peut-on vraiment faire confiance au GIEC? Et puis en complément, je vous conseille également la vidéo du réveilleur sur YouTube, comprendre le GIEC et ses rapports, qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Et puis de mon côté, je me suis dit que vu que très peu de monde risque réellement d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport, qu'on pourrait regarder ensemble quelques figures du résumé pour décideurs. Vous pourrez ainsi comprendre un petit peu mieux tout ce que l'on voit dans les médias actuellement. Et donc je vous dis à de suite pour la première figure. Quel est le réchauffement climatique actuel? Pour répondre à cette question, on peut regarder la première figure du dernier rapport du GIEC. Sur celle-ci, on y voit des anomalies de température par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. On y voit ces anomalies sur les 2000 dernières années. On remarque que la température était un petit peu plus élevée autour des années 500-1000, puis un petit peu plus froide autour des années 1500, et on remarque un réchauffement très brutal sur la période récente. On peut également voir à gauche un intervalle de la température la plus chaude sur les 100 000 dernières années, qui se situe entre 0,2 et 1 degré, sachant que le réchauffement que l'on observe actuellement a déjà atteint 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Cependant, on entend assez régulièrement « oui, mais la température a déjà varié par le passé ». Et vous avez raison. En effet, comme on peut le voir ici, par exemple sur les températures en Antarctique sur les 400 000 dernières années, on y voit le volume de glace en rose, la température en rouge et des gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane en vert et en bleu. On y remarque que la température a varié sur des périodes plus froides, que l'on appelle des périodes glaciaires, jusqu'à des périodes interglaciaires où la température était un petit peu plus élevée. Et on remarque qu'il y a un certain cycle au fil du temps, avec des variations également du CO2 entre 200 et 280 ppm, et des variations de température de quelques degrés. On explique aujourd'hui assez bien ces variations de température par le passé, via les cycles de Milankovitch, qui sont en gros des variations de quelques paramètres orbitaux de la Terre par rapport au Soleil, et cela permet d'expliquer en grande partie les variations de température que l'on a observées sur Terre en combinaison avec des rétroactions du système climatique. Du coup, on peut se poser la question assez judicieusement, en quoi l'augmentation de température que l'on observe actuellement est différente des variations que l'on a observées par le passé. Et bien c'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Ciao! Quelle est la cause du réchauffement climatique actuel? On a vu dans la dernière vidéo que la température a déjà varié sur Terre de manière naturelle via des cycles glaciaires et interglaciaires. On s'est donc demandé en quoi l'augmentation de température que l'on observe actuellement était différente de ces variations passées. Pour répondre à cette question, nous pouvons regarder la deuxième partie de la première figure du dernier rapport du GIEC. Sur celle-ci, on peut y voir l'évolution de la température moyenne sur Terre depuis les années 1850. On peut y voir les températures observées en noir, les températures simulées par des modèles ne prenant en compte seulement les facteurs naturels, et puis en marron, la température simulée prenant en compte les facteurs naturels et les facteurs humains. Et donc même si l'on savait théoriquement que les émissions de gaz à effet de serre pouvaient augmenter la température sur Terre, il était encore assez difficile d'affirmer cela dans les années 1950. En effet, l'enveloppe entre ces deux courbes se chevauchait encore, ce qui peut être dû à des incertitudes entre les différents modèles, mais également à de la variabilité interne à l'intérieur du climat. Cependant, depuis les années 1960-1970, on remarque que l'écart entre ces deux courbes s'est creusé,
Et aujourd'hui, il est quasiment impossible d'expliquer les températures observées si l'on ne prend en compte seulement les facteurs naturels. D'autant plus que les paramètres orbitaux de la Terre aujourd'hui seraient plutôt à nous prédire une période de refroidissement. Cependant, il faut bien prendre conscience qu'à nos échelles de temps, ces paramètres orbitaux n'ont quasiment aucun impact. Voici également sur la deuxième figure du rapport du GIEC une estimation des différentes contributions au réchauffement climatique que l'on observe actuellement. On revoit ici à gauche l'augmentation de température actuelle sur les 10 dernières années par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900 qui se chiffre autour de 1,1 degré avec une certaine incertitude. Et puis à droite, on peut voir la contribution des différents facteurs. On y voit par exemple les gaz à effet de serre qui contribuent à un réchauffement de quasiment 1,5 degré. Tandis que d'autres facteurs humains ont tendance à refroidir le climat, comme par exemple certains polluants que l'on appelle des aérosols, qui reflètent une partie du rayonnement solaire et donc contrebalancent le réchauffement dû aux gaz à effet de serre d'environ 0,5 degré. Avec ces deux facteurs, on obtient un réchauffement très similaire au réchauffement observé. Tandis qu'on peut voir à droite l'influence des facteurs naturels, dont l'activité solaire et volcanique et la variabilité interne du climat. On remarque que ces deux facteurs sur cette période n'ont quasiment aucun impact. Pour voir le détail de ces différentes contributions, je vous invite à aller voir la deuxième partie de cette figure qui détaille l'ensemble des différents facteurs. Il n'y a donc aujourd'hui quasiment plus aucun doute sur l'origine humaine du réchauffement climatique que l'on observe actuellement. Et comme nous l'avons vu, celui-ci est principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les impacts du réchauffement climatique ? Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu quelle était l'ampleur du réchauffement climatique actuel et dans quelle mesure celui-ci était dû aux activités humaines. Or, le réchauffement climatique ne se résume pas seulement à l'augmentation moyenne des températures sur la planète. Il y a également des changements dans les précipitations, les sécheresses, etc. Or, ce ne sont d'ailleurs pas seulement des moyennes qui augmentent, mais toute une distribution qui se déplace. Comme on peut le voir ici pour la température, avec 1 degré de réchauffement, on se retrouve avec beaucoup plus d'événements caniculaires qui s'intensifient. Pour illustrer l'impact de ces changements, nous pouvons regarder la troisième figure du dernier rapport du GIEC. Celle-ci est un petit peu plus complexe que les précédentes que nous avons vues, mais nous allons voir ensemble qu'est-ce que cela nous dit. Donc en haut, on peut voir les extrêmes de température, au milieu les extrêmes de précipitation et en bas les événements de sécheresse. Les petits hexagones que vous voyez ici représentent en gros les différentes régions de la planète. On observe ici par exemple l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ici on retrouve l'Afrique, l'Europe, l'Asie et puis l'Australie ici. Les zones colorées représentent en gros les changements significatifs. Ici, pour les événements caniculaires, par exemple en rouge, cela nous indique qu'il y a eu une augmentation significative de ces événements sur la période récente par rapport à la période pré-industrielle. Au niveau des précipitations, nous avons en vert des augmentations des événements de précipitations extrêmes et en jaune une diminution, comme on peut le voir ici, on n'en retrouve pas. Et puis pour les événements de sécheresse, c'est l'inverse. En gros, en jaune, vous avez des augmentations des événements de sécheresse et en vert, vous avez des diminutions. On en retrouve en Australie par exemple. On peut voir également des hexagones qui sont soit blancs ou gris. Ceci représente en gros qu'il n'y a soit pas suffisamment d'études pour conclure sur le sujet, ou alors que les changements ne sont pas significatifs. On remarque également qu'il y a des petits points à l'intérieur de chacun des hexagones. Ceci représente en gros la confiance que l'on a dans l'implication de l'homme dans ces changements. Les trois petits points représentent une confiance haute. Lorsqu'on a deux petits points, cela veut dire qu'on a une confiance moyenne. Et lorsque l'on a un seul point, cela veut dire que la confiance est assez faible. Si on analyse maintenant rapidement cette figure, on remarque qu'il y a eu une augmentation des événements caniculaires sur quasiment l'ensemble de la planète, associée avec une augmentation des événements de précipitation extrêmes de manière un petit peu moins homogène, tout comme pour une augmentation des sécheresses. Si on regarde plus précisément en Europe, on remarque une augmentation des événements caniculaires, une augmentation des événements extrêmes de précipitation, mais pas très concluante sur le bassin du pourtour méditerranéen, et puis une augmentation des sécheresses. On remarque que l'implication de l'homme est très forte pour les événements caniculaires et un petit peu moins pour les événements extrêmes de précipitation et pour les sécheresses. Salut à tous, nous avons vu dans les précédentes vidéos quelle était l'ampleur du réchauffement climatique que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Quelle était l'implication de l'homme
dans ce réchauffement, et puis quels étaient les impacts sur différentes variables comme la température, les canicules, les précipitations et les sécheresses. Nous allons donc voir maintenant dans les prochaines vidéos à quoi est-ce que l'on peut s'attendre dans le futur. Pour cela, les scientifiques utilisent des modèles de climat auxquels ils imposent différents scénarios de développement socio-économique, en particulier des gaz à effet de serre. Ces scénarios se basent en réalité sur tout un tas de facteurs, comme par exemple le développement de la population humaine, l'utilisation des sols ou encore les inégalités sociales entre les différents pays. Mais ce qui va nous intéresser de notre côté, ça va être le résultat des émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale cause du réchauffement climatique que l'on observe aujourd'hui. Dans le dernier rapport du GIEC, il y a en gros 5 scénarios principaux d'émissions de gaz à effet de serre qui se nomment SSP avec un premier chiffre de 1 à 5 et puis un deuxième chiffre de 1.9 à 8.5 qui représente en gros le forçage radiatif de ces gaz à effet de serre, mais dont on ne va pas s'attarder ici. Comprenez simplement que plus on est en bas, moins on émet de gaz à effet de serre, et plus on monte, plus on émet de gaz à effet de serre. Cette figure représente ici en réalité seulement les émissions de CO2. Si vous êtes intéressé de voir les autres contributeurs, je vous invite à aller voir cette figure dans le dernier rapport du GIEC, où les autres contributeurs sont juste à droite. On remarque que dans les scénarios de basse émission de gaz à effet de serre, il faudrait réduire drastiquement nos émissions très rapidement, jusqu'à atteindre une neutralité carbone autour des années 2050 dans ce premier scénario et un petit peu plus tard dans le scénario SSP1 2.6. On a également le scénario intermédiaire où on continuerait d'augmenter très légèrement nos émissions avant de redescendre dans les années 2050. Et puis pour les scénarios de haute émission de gaz à effet de serre, on continuerait d'augmenter nos émissions. Mais alors où est-ce que l'on se situe par rapport à ces scénarios ? On peut voir sur le site Climate Action Tracker que les émissions de gaz à effet de serre mondiales ont accéléré dans les années 2000. Cependant, depuis les années 2005-2010, on voit un certain ralentissement, voire presque un plateau. Et si l'on suit les objectifs et les engagements politiques actuels, on se situerait en gros dans cet intervalle bleu. Tandis que pour respecter l'accord de Paris des 1 degré, il faudrait diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu précédemment. On peut donc supposer que l'on se trouve quelque part entre le scénario SSP3 et le scénario SSP1 2.6, car on est à peu près en train de ralentir nos émissions, mais on n'a pas encore atteint cette diminution. Alors depuis que j'ai tourné cette vidéo, il y a un récent rapport de l'ONU qui montre qu'en effet on se trouve bien sur le scénario SSP2 4.5 qui nous mènerait vers un réchauffement climatique de 2,7 degrés à l'horizon 2100. Nous allons donc voir dans les prochaines vidéos à quel monde est-ce que l'on peut s'attendre en fonction de ces différents scénarios. À bientôt! Salut à tous, nous avons donc vu dans la dernière vidéo les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre utilisés dans le dernier rapport du GIEC. Nous allons donc voir quels sont leurs impacts sur les différentes projections de température et précipitations par exemple. Voici donc les projections de température moyenne globale à la surface de la planète, toujours par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. On remarque que dans les scénarios de basse émission en bleu clair et bleu foncé, on arrive à contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Et même on observe une légère baisse à la fin du XXe siècle. Dans le cas du scénario intermédiaire, on remarque que le réchauffement atteint presque 3 degrés en 2100. Et puis dans les scénarios de haute émission de gaz à effet de serre, on remarque que le réchauffement pourra dépasser presque les 4 degrés. Notez bien que les courbes que vous voyez ici sont complètement lissées. En réalité, dû à la variabilité interne du système climatique, on peut s'attendre à de la variation autour de ces courbes-là. On ne peut d'ailleurs pas exclure que lors d'une courte période, le réchauffement puisse être masqué, comme par exemple par une forte éruption volcanique qui reflèterait une partie du rayonnement solaire, mais cela ne voudrait pas dire que le réchauffement climatique s'est arrêté. Regardons maintenant qu'est-ce que ce réchauffement peut donner sur la planète. On voit ici des cartes d'augmentation de température en fonction des seuils 1,5 degrés, 2 degrés et 4 degrés. On remarque que la température augmente de plus en plus en fonction de la moyenne globale, mais on note en particulier que la température est près de 50 fois plus importante sur les continents. En effet, donc pour un réchauffement global de plus de degrés, on peut s'attendre à près de 3 degrés sur les continents. On remarque également que la température continue d'augmenter plus rapidement dans la zone arctique, ce qui pourra avoir un impact considérable dans cette zone. Notez bien que dans un monde à plus 4 degrés, c'est près de 6 degrés de réchauffement que l'on peut s'attendre sur les continents et jusqu'à plus de 10 degrés dans la zone arctique.
Niveau précipitations, celles-ci vont s'intensifier à l'échelle globale. En effet, dans un monde qui se réchauffe, on peut s'attendre à plus 7% d'humidité dans l'air par degré de réchauffement. Cependant, les précipitations sont beaucoup plus dépendantes de la circulation atmosphérique. Et donc, contrairement à la température qui augmente partout sur la planète, on peut s'attendre ici pour les précipitations en fonction des différents degrés de réchauffement à des diminutions ou augmentations en fonction des différentes zones de la planète. En effet, on remarque par exemple autour du bassin méditerranéen une diminution des précipitations qui va être associée donc à une zone plus sèche, tandis qu'au nord de l'Afrique, on remarque une augmentation des précipitations. Tous ces changements moyens de température et précipitation sont bien sûr également associés à des évolutions des événements extrêmes. C'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Ciao! Salut à tous. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo à quoi pourrait ressembler le monde pour des réchauffements climatiques de l'ordre de 1,5 degré, 2 degrés et 4 degrés. Mais pour le moment, nous avons vu seulement des augmentations de température moyenne et de précipitations. Mais qu'en est-il au niveau des événements extrêmes? Alors, pour cela, nous pouvons regarder la 6e figure du résumé pour décideurs du dernier rapport du GIEC. Celle-ci est à nouveau un petit peu plus complexe que les dernières, mais nous allons regarder tout cela ensemble. On y voit 4 panneaux, 2 en haut pour les événements de canicule et puis 2 en bas pour les événements de précipitation extrême et de sécheresse. On voit au-dessus de chaque panneau une fréquence de temps. Ceci définit en gros en moyenne à quelle fréquence se produisent ces événements extrêmes par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. Cela veut dire que donc pour des événements de 10 ans, un événement de canicule se produirait une fois tous les 10 ans. On a donc cette référence ici à gauche. Et puis juste à droite, on peut voir ce qu'il en est aujourd'hui avec un réchauffement de 1 degré. Et on peut voir que les événements de canicule extrême qui se produisaient seulement une fois tous les 10 ans dans les années 1850-1900 se produisent d'ores et déjà 3 fois plus souvent. Et ce, avec une intensité 1,2 plus élevée. C'est-à-dire que pour une canicule qui ferait 40 degrés, on aurait une canicule de 41,2 degrés. Mais alors, qu'en est-il pour les projections futures? On peut voir juste à droite qu'est-ce qu'il en serait pour un monde à plus 1,5 degrés, 2 degrés et 4 degrés. On remarque que la fréquence augmente en conséquence de 4 fois plus souvent jusqu'à presque 10 fois plus souvent dans un monde à plus 4 degrés. C'est-à-dire qu'une canicule qui arrivait seulement une fois tous les 10 ans dans les années 1850-1900 arriverait quasiment tous les ans dans un monde avec un réchauffement de plus 4 degrés. On remarque également que les intensités de ces canicules augmentent en conséquence, de plus 2 degrés jusqu'à quasiment plus 5 degrés. Donc cette fois, pour une canicule d'environ 40 degrés, il ferait 45 degrés et ce, quasiment tous les ans. Niveau événements de précipitation extrême et de sécheresse, c'est un petit peu la même chose. On remarque qu'aujourd'hui, dans un monde à plus 1 degré, les événements de précipitation extrême ont déjà augmenté d'environ 30% avec une intensité 7% plus intense. Dans un monde de plus 1,5 à 4 degrés, on remarque que les fréquences des précipitations extrêmes vont passer de 50% à 3 fois plus souvent, avec des intensités de 10% à 30% plus élevées. On observe des résultats similaires pour l'augmentation des événements de sécheresse. Au-delà de cette augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes, il y a également des impacts du réchauffement climatique sur du très long terme. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous! Nous allons voir dans cette vidéo que le réchauffement climatique peut avoir des impacts à différentes échelles de temps, et ce de quelques décennies jusqu'à plusieurs centaines d'années. Pour cela, nous pouvons regarder la 8e figure du résumé pour décideurs du dernier rapport du GIEC. Sur celle-ci, on peut y voir l'augmentation de température moyenne globale à la surface de la planète, la diminution de la banquise en Arctique, l'acidification des océans et l'augmentation du niveau des mers. Sur chaque figure, nous pouvons remarquer plusieurs courbes qui correspondent aux différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dont on a déjà parlé. On peut y voir en bleu les scénarios de basse émission de gaz à effet de serre, en rouge les scénarios de haute émission de gaz à effet de serre et en orange, jaune, le scénario intermédiaire. On remarque que pour toutes les variables dans le cas des scénarios de haute émission de gaz à effet de serre en rouge, on observe globalement une détérioration, c'est-à-dire une augmentation des températures, une diminution de la banquise en Arctique, une acidification des océans qui va continuer
et une augmentation du niveau des mers. Par contre, pour les scénarios de basse émission de gaz à effet de serre, on observe une différence entre les 3 premières variables et l'augmentation du niveau des mers. En effet, dans le cas des 3 premières variables, on observe à la fin du siècle une inversion des tendances du réchauffement climatique, c'est-à-dire un début de stabilisation de la température sur la planète, voire un début de légère baisse, et puis la même chose pour la banquise en Arctique et l'acidification des océans. Tandis qu'au niveau des mers, même dans le cas des scénarios de basse émission de gaz à effet de serre, celui-ci semble continuer d'augmenter. Et en effet, ceci est dû au fait que certaines composantes du système climatique ont une grande inertie. C'est comme si vous sortiez un glaçon de votre frigo, celui-ci ne va pas fondre instantanément. Et donc pensez aux grandes quantités de glace que l'on a en Antarctique, au Groenland et un petit peu dans les glaciers, ceux-ci vont continuer à fondre sur des centaines d'années. Et ce, même si l'on arrive à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1 degré. On peut justement voir à droite de cette figure quelle pourrait être l'augmentation du niveau des mers jusqu'en 2300. Et on remarque que même dans le cas des basses émissions de gaz à effet de serre, celui-ci se trouve entre 50 cm et 3 mètres. Tandis que dans le cas de haute émission de gaz à effet de serre, on peut s'attendre à une augmentation du niveau des mers qui pourrait atteindre jusqu'à plus de 15 mètres. Néanmoins, s'il y a quelque chose de positif à retenir de tout ça, c'est que si l'on arrive à contenir le réchauffement climatique aujourd'hui, on pourra inverser la tendance de plusieurs variables et largement limiter l'impact des variables qui ont une grande inertie. Nous allons justement voir dans la prochaine vidéo qu'en est-il de nos émissions de gaz à effet de serre actuelles et comment est-ce que l'on peut limiter les dégâts dans le futur. Ciao! Salut à tous, alors cette vidéo vient finaliser la petite série sur les figures du dernier rapport du GIEC. On va voir aujourd'hui que chaque tonne de CO2 que l'on émet dans l'atmosphère compte pour le futur. Pour ceci, nous allons voir donc la figure 10 où l'on peut y voir les quantités de CO2 que l'on a émis cumulées dans l'atmosphère depuis les années 1850 comparées à l'augmentation de température. On remarque en particulier qu'il y a une relation quasiment linéaire entre l'augmentation de température moyenne à la surface de la planète et nos émissions de gaz à effet de serre, ici en particulier de CO2 cumulées dans l'atmosphère. On remarque que depuis l'ère pré-industrielle, nous avons émis entre 2000 et 2500 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère qui nous ont amené à un réchauffement de quasiment 1 degré. Et l'on remarque pour le futur les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc il faut bien prendre conscience aujourd'hui que chaque tonne de CO2 que l'on émet dans l'atmosphère va faire continuer d'augmenter les températures. Et si l'on veut donc contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré ou 2 degrés, il nous reste donc qu'un petit budget carbone à dépenser qui est autour de 500 gigatonnes pour ne pas dépasser 1,5 degré et à peu près le double pour 2 degrés. Et là, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais nous en France, on a très peu d'impact, c'est surtout les Chinois ou les Américains, etc. » Sachez tout de même qu'en France, on émet environ 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Et si chaque individu sur la planète émettait autant de CO2, on cramerait ce budget en l'espace de moins de 10 ans. En tant qu'individu, on a donc une responsabilité énorme vis-à-vis de ces changements. Pour prendre conscience de votre impact individuel sur le climat, je vous conseille fortement d'aller sur le site Nos Gestes Climat, où vous pourrez faire un test pour simuler votre empreinte carbone. On remarque que pour un Français moyen, l'impact le plus important est le transport et l'alimentation. Tout ceci sont bien sûr des efforts à faire en complément d'actions politiques, donc continuez à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des décisions plus radicales, mais de votre côté, pensez également à réduire votre impact carbone. Si vous voulez voir quelques ordres de grandeur, je vous conseille vivement aussi d'aller voir sur le site du Bon Pote où il a fait pas mal d'infographies qui permettent en un coup d'œil d'avoir des infos et des ordres de grandeur sur notre impact carbone et le réchauffement climatique. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite série de vidéos sur les figures du rapport du GIEC qui était cette fois beaucoup moins préparée et beaucoup plus spontanée. Si vous voulez aborder plus de sujets et approfondir tout ce que l'on a vu, je vous conseille vivement de vous abonner donc à la chaîne YouTube Science et Climat où l'on reviendra sur pas mal des points que l'on a abordés dans cette petite série de vidéos. Et vous pouvez d'ores et déjà voir quelques épisodes sur l'albédo et le niveau des mers. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, pensez à la planète. Ciao!